1m70, c'est la taille moyenne d'un japonais adulte aujourd'hui. En France, avec notre 1m76,6, on est clairement bien plus grand. Chez les femmes, c'est la même chose, avec 1m64 chez les françaises contre 1m58 chez les japonaises. 6 cm. 6 tout petits centimètres. 6 cm, c'est l'épaisseur d'une cravate. 6 cm, c'est environ la taille d'une figue. 6 cm, c'est aussi la longueur d'une gomme de couleur où le bleu ne sert absolument à que dalle. Pourtant, vous allez voir que jamais une cravate, une figue ou une gomme n'a jamais eu autant d'impact. Car ces 6 petits centimètres d'écart entre les deux moyennes de taille vont conduire à beaucoup de différences, autant dans les mœurs, dans l'architecture que dans les comportements. Sans oublier bien sûr qu'ils vont conduire à beaucoup, mais alors beaucoup de bosses sur les crânes. Je mesure 1m80 et si en France je suis un tout petit peu plus grand que la moyenne, eh bien au Japon je suis grand. Pas hyper grand, mais grand quand même. Et encore, là je vais vous parler de mon problème de taille, sans mauvais jeu de mots bien sûr, mais pour Mitsugi et Tev, mais c'est encore pire. Parce qu'effectivement, vous l'aurez remarqué, ils sont plus grands que moi, et c'est pas parce que je suis petit, c'est parce qu'en fait ils sont vraiment plus grands. D'ailleurs c'est pour ça que quand je fais des rencontres, il y a des gens qui me disent « Ah mais je te voyais plus petit !» Bah oui forcément parce que je passe mon temps à tourner avec des personnes qui mesurent systématiquement plus d'1m80. Petite parenthèse d'ailleurs, au passage, un youtubeur dont vous n'imaginez pas à quel point il est grand, c'est Mastu. Mastu, il est gigantesque. Bref, être grand au Japon ça peut devenir embêtant, mais ça veut aussi dire une chose, c'est que les Japonais sont relativement petits. Alors d'où ça vient et comment ça s'explique? Eh bien accrochez-vous bien parce qu'aujourd'hui j'ai découvert vraiment des dingueries sur l'histoire du Japon. Quoi qu'il en soit, si vous êtes là pour savoir qu'est-ce que ça fait d'être grand au Japon ou pourquoi les Japonais sont petits, eh bien vous êtes au bon endroit. Pour grandir, il faut bien évidemment manger, et ça tombe bien parce que j'ai des réductions, voilà, sur quelques petits plats. Et ce repas, je l'ai fait grâce à HelloFresh. Si tu ne connais pas, c'est une box de produits frais que tu reçois chaque semaine. Et oui, je suis client chez eux, donc je connais bien pour le coup. En fait, ce qui est rassurant dans les box, c'est que c'est pas des ingrédients éparpillés comme ça. En fait, tout est fait pour créer des plats sains et équilibrés. Tu choisis sur le site les plats que tu souhaites recevoir, et le tout est joué. C'est très simple, et c'est comme ça que chaque semaine, voilà, le samedi, on me livre ma petite box HelloFresh chez moi. Et en plus, je recommande, voilà, parce que c'est comme ça qu'on s'est rapproché à la base avec Jill, hein. Ta deuxième là? Je suis à ma 4ème carotte et je me trouve excessivement lent, pour être sincère. Franchement, la cuisine, c'est sous-coté. Hein. Pour vous donner quelques chiffres, HelloFresh, c'est le leader mondial des kits repas. Et vous avez bien entendu un carton pour chaque recette. Pizza au poulet grillé sur pain nan et soupe de patates douces épicée à la péruvienne. Et derrière, tu as toute la recette, voilà, pour comment faire et tout, avec toutes les étapes. Et d'ailleurs, je vous conseille de les garder parce qu'à tout moment, vous pouvez refaire cette recette. Et on est quand même déjà 5,3 millions chez HelloFresh, de manière active. Et pour te convaincre de nous rejoindre, j'ai un code avec un lien dans la description. Voilà, qui te permet d'avoir 85 € offerts sur tes 4 premières box ainsi que 3 cadeaux gratuits. Et oui, pour ceux qui n'ont pas compris, je suis actuellement au sport d'hiver. Regardez, derrière moi, il neige de ouf. On reprend la vidéo. Alors non, je vous rassure, vous n'allez pas ressembler à ça quand vous allez venir au Japon, à moins que vous mesuriez 2m43. En revanche, le fait que les Japonais soient petits, c'est un cliché qui leur colle bien à la peau. C'est peut-être pas très présent en France comme cliché, mais aux États-Unis, c'est ultra répandu. Je ne compte plus le nombre d'articles en anglais qui parlent du fait que les Japonais soient petits, et pour vous dire, il y a même un article qui tente d'expliquer pourquoi il y a autant d'articles. Voilà, on en est là quoi, on en est vraiment là. Mais après avoir arpenté voilà tout le net comme ça, j'ai trouvé la raison de pourquoi il y a ce cliché aux États-Unis. La raison à ça, elle est toute simple, c'est à cause d'un film Lost in Translation. Pendant tout le film, on va suivre l'acteur Bill Murray au Japon, et pendant tout le film, on va voir qu'il est plus grand que la majorité des Japonais à l'écran. En fait, c'est plutôt pratique pour la prod parce qu'ils ont même pas besoin de le mettre en avant pour faire comprendre que c'est le personnage principal, parce qu'il dénote naturellement de par sa taille, et aussi par le fait que c'est un étranger. Et même si bon, dans la vraie vie, Bill il mesure 1m87, ce qui est, on va pas dire non plus, c'est pas petit, et c'est pas non plus la taille moyenne, tu vois. Mais quand même, on se rend compte que les Japonais sont beaucoup plus petits que les Américains, ou encore que les Français. C'est donc tout naturellement que je me suis posé la question suivante. Pourquoi les Japonais sont petits? Pourquoi les Japonais sont plus petits? Il leur manquait une chose pour devenir plus grand. Et pour comprendre de quoi il s'agit, on va devoir repartir dans le passé. Vraiment, j'ai découvert quelque chose d'assez énorme, voilà, sur l'histoire japonaise que je ne connaissais pas du tout, donc je vais vous présenter ça maintenant. Nous sommes en l'an 672 au Japon, donc au 7e siècle.
À cette époque, c'est l'empereur Tenmu qui dirige le pays. Pour rappel, ça fait déjà plus d'un siècle que le bouddhisme est arrivé sur les terres nippones, et l'empereur Tenmu en est un fervent pratiquant. Si bien qu'un matin, en se levant, il va décider unilatéralement d'imposer sa vision des choses à toute la population japonaise. Il va imposer une religion? Non. Il va imposer un régime alimentaire. Interdiction de consommer de la viande, spécialement ce qui concerne les bovins, les chevaux, les chiens, les poulets et les singes. Alors, j'ai vu qu'il parlait souvent d'animal à quatre pattes, mais bon, le singe, on va dire que c'est à quatre pattes. Et aussi, je vous rassure, je n'ai jamais vu qu'on pouvait manger du singe au Japon. Donc je pense que c'est quelque chose qui s'est perdu dès le 7e siècle au Japon. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette interdiction de consommer de la viande, elle va durer durant 12 mois? Non. 12 ans? Non plus. 12 décennies. Toujours pas. Elle va durer durant 12 siècles. 1200 ans. Ça m'a tellement surpris d'apprendre ça. Je veux dire, le Japon, quand même, aujourd'hui, manger de la viande, c'est basique. C'est même dur de pas en consommer tous les jours. Enfin, c'est quand même le pays le moins vegan du monde, hein, entre les ramen, les gyokako, enfin, les trucs comme ça. Interdiction de manger de la viande. Donc voilà, pendant 12 siècles, la consommation de viande a été interdite. D'ailleurs, assez intéressant de remarquer que cette interdiction a pratiquement la même durée que la durée du racisme envers les Burakumin. Ce qui est d'un point de vue historique parfaitement cohérent parce que le départ de cette discrimination, rappelez-vous, vient des castes chinoises introduites par le bouddhisme. Et pour lever le système des castes et l'interdiction de consommer de la viande, eh bien il a fallu attendre l'ère Meiji. L'ère Meiji, c'est vraiment une époque où le Japon a fait complètement sa transition entre l'ancienne période et on va dire le début de la modernité à partir de l'an 1868. Et si je vous parle de l'interdiction de la viande au Japon, c'est parce que dans la viande, il y a de la protéine et la protéine, c'est une excellente ressource pour l'hormone de croissance chez l'enfant. Dans tous les pays où les gens sont grands, eh bien systématiquement, la viande est très présente dans les régimes alimentaires. Et donc forcément, son absence durant 12 siècles dans le régime alimentaire des Japonais, ça peut expliquer leur petite taille. Pour vous donner une idée, les Japonais à l'ère Edo, il mesurait 1m57. Ah, c'est sûr que tout de suite les guerriers samouraïs paraissent beaucoup moins impressionnants. Mais n'oublions pas que après 1868, même si bon, les habitudes ont un peu eu du mal à se faire, eh bien les Japonais maintenant ils consomment énormément de viande. Et donc ça veut dire qu'ils ont aussi comblé leur retard. Effectivement, entre 1896 et 1996, en 100 ans, le Japon est un des pays où la taille a le plus augmenté. 14,6 cm pour les hommes et 16 cm pour les femmes. C'est beaucoup, c'est même assez énorme en fait. Ça témoigne d'une meilleure hygiène de vie et d'un meilleur suivi médical. Sauf que, en France, durant ces 30 dernières années, on a pris 5 cm. Voilà, on a grandi de 5 cm. Et à votre avis, à côté de ça, le Japon, ils ont grandi de combien ? Alors, je ne sais pas ce que vous avez répondu ou qu'est-ce que vous pensez même, mais à mon avis, vous vous êtes planté. Pourquoi ? C'est parce que je vous ai induit en erreur, les Japonais, ils ont rapetissé. Oui, ils ont pas stagné, ils ont rapetissé, ils sont plus petits. Alors forcément, quand on a découvert ça, les scientifiques japonais, ils ont un peu paniqué. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Est-ce que les Japonais auraient atteint une sorte de limite génétique, voilà? Eh bien non, la raison est tout autre. C'est dû au nombre croissant de bébés qui sont en insuffisance pondérale à la naissance, donc moins de 2,5 kg. Et donc ce nombre ne fait qu'augmenter de décennie en décennie. Et le souci, c'est que les enfants souffrant d'une insuffisance pondérale ont tendance à être petits même à l'âge adulte. C'est prouvé par divers résultats de recherche nationaux et internationaux. Mais alors pourquoi de bébés sont maigres et sont en sous-poids comme ça à la naissance ? Et là, je suis assez fier de moi parce que j'ai vu des articles qui disaient ne pas savoir pourquoi ce nombre augmentait. Et pourtant, moi, direct quand je l'ai lu, j'ai su pourquoi. Pourquoi il y a de plus en plus de bébés en sous-poids à la naissance. La réponse, c'est tout simplement à cause des docteurs. Effectivement, au Japon, il y a un contrôle assez strict concernant la prise de poids chez les femmes enceintes. C'est 7 à 10 kg maximum pour une grossesse. Et ça, que tu fasses 1m50 ou 1m80. Et ce chiffre est nettement inférieur à tous ceux des autres pays du monde. En plus, au Japon, il y a beaucoup de docteurs obsédés par cette prise de poids qui mettent en garde les femmes si elles dépassent juste un tout petit peu le seuil. Et le souci, c'est que les médecins, ils ont gardé ces chiffres en tête sans prendre en compte le changement de morphologie des japonaises. Forcément, quand tu mesures 1m80, eh bien tu vas prendre plus de poids durant ta grossesse que si tu mesures 1m50. Ça paraît logique, mais pour les japonais, enfin en tout cas pour certains docteurs japonais, non, 10 kg max. Et du coup, conséquence à ça, en limitant la prise de poids, eh bien ça donne naissance à des bébés de plus en plus en sous-poids. Et donc encore par conséquent, voilà, la population rapetissit. Ce qui fait que les Japonais qui étaient adultes en 1996 sont en moyenne plus grands que ceux d'aujourd'hui. Du coup voilà, je suis content d'avoir découvert ça, mais c'est fou vraiment, je trouve, à quel point une petite restriction comme ça, une restriction comme ça peut avoir des conséquences assez dramatiques en fait sur la société.
Bref, maintenant vous savez pourquoi les Japonais sont plus petits, et il est temps maintenant de s'intéresser aux conséquences, voilà, pour nous autres étrangers qui sommes plus grands de 6 cm. Et on va commencer par le plus important, la taille de la bite. Les transports. Le bus, alors en termes de taille du véhicule, on bouge pas vraiment par rapport à la France. En revanche, une fois à l'intérieur, là ça change. Tu trouves que dans les bus français, tu n'as pas de place pour mettre tes jambes? Ah bah attends de découvrir les bus japonais parce que regarde à quoi ça ressemble. Sérieusement, je ne me suis jamais senti aussi gros, volumineux et dérangeant que dans un bus au Japon. Là, ce que vous voyez, ce sont des images des jambes de Jill qui sont complètement collées au siège devant elle, et elle mesure 1m70. Je vous laisse imaginer si vous mesurez 1m80 ou 1m90. Et puis les sièges, pareil, enfin je veux dire, t'es censé mettre 2 places là-dedans. Non, je veux dire, moi je fais 1,5 place, clairement. Alors certes, j'ai pris 10 kilos avec une prise de masse récemment, j'aime bien le rappeler, voilà, discrètement. Mais il y a peut-être exagération. Ça rejoint d'ailleurs quelque chose que j'ai dit il y a assez longtemps, c'est que la société japonaise, elle est pas faite pour les grands, mais surtout, elle n'est pas faite pour les gros. On passe au métro, et là pour le coup, je veux dire, ça va. Je veux dire, là les sièges ils sont plus larges, bon c'est pas non plus incroyable, je veux dire, mais parce que t'es censé mettre 8 personnes dans une banquette, et ça passe. Je veux dire, si tu serres les épaules comme ça passe. Le petit danger par contre, c'est les attaches qu'il y a dans le métro, là où tu t'accroches comme ça. Ça parfois, ça peut te rentrer dans le visage ou quoi. Oui, ça peut m'arriver, mais je veux dire, c'est pas non plus très grave. En revanche, le vrai danger, il est là où on ne s'y attend pas. Imaginez-vous, vous êtes dans les dédales du métro Tokyo Heat. Malheureusement, vous êtes en retard. Vous pressez alors le pas. Vous descendez rapidement les escaliers et là... Vous vous réveillez sur le sol avec du monde autour de vous. Vous venez de vous fracasser le crâne contre un angle dans le métro. Et ce que je viens de vous raconter en fait, c'est arrivé à Tev. Quand il est arrivé au Japon, voilà, il a couru dans les escaliers, boum, il s'est fracturé. Il m'a passé des photos et très sincèrement, je ne peux pas vous les montrer parce que ouais, c'est très hardcore. Mais imaginez quelque chose de hardcore. Voilà, il avait ça sur le crâne. Vraiment, c'est très chaud et heureusement qu'il avait sa casquette pour amortir un peu le coup parce que sinon, très sincèrement, peut-être que Tev ne serait pas là pour en parler. Et d'ailleurs, je pense que c'est à cause de ça, enfin plusieurs personnes qui se sont fracturées le crâne, je pense, avec ce genre de truc dans le métro, qu'ils ont commencé à mettre des espèces de tubes jaunes et noirs sur tous les angles, tous les coins dans les métros japonais. On passe maintenant au Shinkansen, donc le TGV japonais, et là pour le coup, c'est le train béni des dieux pour les personnes de grande taille. Littéralement, c'est le train où tu as le plus de place pour les jambes que je connaisse. Vraiment, à tel point que ça en devient presque aberrant. Je veux dire, t'en as vraiment beaucoup. Parfois, je me dis peut-être que le train il serait moins cher s'il serrait un petit peu plus, tu vois, les wagons. Enfin, je veux dire, s'il condensait un petit peu plus le nombre de places, éventuellement, ce serait moins cher les transports au Japon. Peut-être, j'avoue, je préférerais un petit peu parce que franchement, il y a vraiment, il y a trop de place en fait. Et l'explication est toute bête. C'est tout simplement parce que les sièges japonais dans les TGV, donc les Shinkansen, eh bien, ils peuvent se retourner pour être toujours dans le sens de la marche. Et forcément, si tu dois pouvoir les retourner, il faut beaucoup d'espace pour le tourner. Bon, j'ai un autre problème de taille, voilà, au Japon, et ça se passe en bas, dans mon estomac. La bouffe. Il y a un restaurant juste à côté de chez moi, sans déconner, l'ambiance ressemble un petit peu, voilà, à celle-ci, avec un jardin japonais, il y a un petit bassin juste ici, il y a des carpe koi qui se baladent, vraiment très sympathique. Et donc tu as ce jardin, et tout autour, tu as les tables à manger pour les clients. Le restaurant paraît assez vieux, mais il est très populaire, je veux dire, il y a des gens qui viennent, j'ai l'impression, d'assez loin pour manger dans ce restaurant précisément. C'est un restaurant de tempura, donc la friture japonaise, et de soba aussi, donc les nouilles japonaises. Et ils préparent leurs nouilles maison. Donc forcément, quand j'ai emménagé, premier réflexe, j'y vais directement. Vraiment, je venais à peine de signer la maison, le midi même, j'étais dans ce restaurant avec ma mère. Et sans déconner, j'ai jamais vu un truc pareil. J'ai pris le menu le plus copieux et aussi le plus cher de toute la carte. Ça ressemblait à ça. J'ai fait une reconstitution de ce que j'ai eu dans ce restaurant. Où est la quantité ? Bon, il y avait 2-3 tempura comme ça là, bon oui il y a un onion ring ici mais parce que bon j'avais pas des tempura sous la main. Et la quantité de soba, dérisoire. Je veux dire même pour le Japon ça c'est une demi-portion, il y a 3 bouchées. N'importe quoi. J'ai terminé mon assiette et j'avais encore une dalle monumentale et depuis je n'y suis jamais retourné. Et je suis ici pour vous prévenir aujourd'hui que ce genre de choses peuvent arriver au Japon. Que vous ayez faim en sortant du restaurant. Et ce qui est d'autant plus frustrant c'est que c'est pas une norme, c'est pas comme si dans tous les restaurants japonais il y avait toujours pas assez de bouffe. Je veux dire encore une fois je vais citer le
Tsukemen qui est pas très loin de chez moi, ah là, mais clairement tu en as pour ton argent, pour 750 yens, clairement tu es rassasié. Et si tu as le malheur de commander Omori, eh bien bah alors là tu ne vas plus manger de la semaine. Et qu'est-ce que ça veut dire Omori? Ça veut tout simplement dire grosse portion, et c'est un cheat code. Je vous le donne, prenez-le et chérissez-le. Parce que dans pratiquement tous les restaurants japonais que vous ferez si jamais vous allez au Japon, eh bien vous aurez toujours moyen de commander Omori. C'est-à-dire que si vous demandez durant la commande, ah je veux par exemple, je sais pas, des pâtes Omori, eh bien vous aurez une plus grosse portion de pâtes. Et ce qui est cool, c'est que bah parfois ce sera pour le même prix. Et parfois ce sera pour voilà quelques centaines de yens en plus, mais vraiment pas quelque chose de très... c'est pas... enfin je veux dire, ça va. Et les professionnels là-dedans, eh bien ce sont les fast-food japonais tels que Sukiya qui proposent des menus entre le S, plus petit, et le XXL, où là tu vas avoir vraiment une dose, et je crois qu'ils appellent même pas ça XXL, ils appellent ça genre giga. Genre... Mais concernant la bouffe, les restaurants et leur quantité, ce n'est pas le seul point noir. Quoi que vous achetiez au supermarché au Japon, ce sera en quantité insuffisante. Enfin, je veux dire insuffisante par rapport à vos standards français. Les bento, la viande, les morceaux de poisson, les légumes, les sauces, sauf le riz. Là, le riz, tu peux avoir des packs de 10-15 kilos, mais sans problème, vraiment. Mais voilà, quand même partez du principe que les portions de nourriture au Japon, quoi qu'il arrive, elles seront plus petites et plus faibles que ce que vous avez en France. Et j'ai trouvé un exemple plutôt rigolo. Qu'est-ce que c'est que cette bêtise? Ils ont vendu un chocolat, ils se sont dit oh là là, il y en a beaucoup quand même. Ce serait bien de le mettre en tablette, clairement. C'est voilà, ça c'est une bonne dose. Ça c'est une dose qu'il faut quotidiennement, de manière journalière. Non, à un moment donné, non, foutage de gueule, c'est quoi cette bêtise? Autre réflexion un peu dans le même style, c'est que en France, tu peux pas acheter, je crois, tes yaourts à l'unité. Alors je suis sûr qu'il y a des yaourts que tu peux acheter à l'unité, mais je veux dire, la majorité, ce qu'on imagine quand on pense yaourt, on imagine le pack de 4, de 8 ou de 12. Eh bien au Japon, moi, mon yaourt à l'aloe vera que j'adore, impossible de l'avoir ne serait-ce qu'en pack de 2. Enfin, je veux dire, c'est forcément un seul. Bon, en vérité, un pack de 2 existe, mais c'est sur le plus petit format. Et littéralement, c'est tu mets 2 cuillères et c'est fini. C'est-à-dire à quel moment tu veux un yaourt ou 2 cuillères et c'est fini. Bref, ça m'a énervé, voilà, on passe au point suivant. Est-ce que vous connaissez au Japon les logements ultra petits où le moindre centimètre carré est optimisé? En fait, je trouve ça assez rigolo et très esthétique surtout, mais je pense qu'à la longue, tu dois péter un câble de ne pas pouvoir faire un tour sur toi-même. 紹介します。はい。私の部屋はリビングルーム、畳の部屋っていうお部屋で。C'est plus souvent sur plusieurs étages et je trouve ça vraiment fascinant de voir à quel point t'as tout optimisé vraiment jusqu'à l'échelle et tout pour comment agencer et faire en sorte que bah, tu te sentes quand même à l'aise le plus possible dans un 9 mètres carrés en hauteur, enfin je sais pas comment dire ça. Après voilà, ce que je viens de vous montrer en fait c'est la partie on va dire toute mignonne, toute propre, toute jolie. Il y a des choses aussi moins sexy où des gens n'ont pas les moyens et donc doivent vivre dans des sortes de boîtes. Alors ça existe au Japon mais c'est surtout très présent dans des villes comme Hong Kong où on parle carrément de appartements cercueil. Mais là c'est plus représentatif d'un manque de place, que ce soit au Japon ou à Hong Kong, que d'un réel problème de taille. Au Japon, il va intervenir dans les maisons à 2 endroits stratégiques. Le premier, la hauteur des lavabos et des tables, ça j'en ai déjà parlé. Première chose à dire sur la cuisine, le matin, quand je fais mes œufs, oh là là, le danger. Qu'est-ce que c'est relou? Je veux dire, tout est tellement trop bas, tu dois avoir les bras tout le temps comme ça là pour nettoyer le moindre truc. C'est trop chiant. Et deuxième point, ce sont les lits. Tu vois le lit là où tes pieds ils dépassent dehors et que le monstre il peut attraper tes pieds. Ça c'est les lits au Japon. Forcément j'ai parlé des lits, mais il y a aussi tout le mobilier qui sera légèrement plus petit, mais c'est pas trop un problème depuis que Ikea est là. En revanche, il y a un type de logement où il y a des problèmes quand tu es grand au Japon. Oui, il faut qu'on en parle parce que là actuellement je suis dans la maison japonaise, enfin je veux dire à côté de la maison japonaise qui est juste ici. Voilà, bon, là il y a Tev actuellement qui dort ici donc du coup je vais pas non plus trop vous montrer. Mais ceci est une maison japonaise voilà, qui a été construite en France avec des dimensions on va dire un peu françaises. Mais les maisons traditionnelles au Japon, elles sont aussi traditionnelles de l'époque où les japonais mesuraient 1m57. Ce qui fait que j'ai arrêté de compter le nombre de fois où je me suis cogné la tête contre les lampes qui suspendaient au plafond. Clairement, je sais que là il y a des expats qui sont en train de se dire oh oui, oh je sais de quoi il parle là. T'as cette fameuse lampe qui pend du plafond comme ça, mais elle s'arrête pas assez haut, elle s'arrête vraiment à hauteur du front. Je me suis cogné tellement de fois ce truc là, j'en ai ras le cul. Mais en plus, le danger il est pas que là-haut, l'inconvénient c'est aussi en bas, les tables basses. Ah c'est bien les tables basses hein, mais c'est bien aussi quand tu as de la place pour mettre tes jambes en dessous. Bref, tu sens quand même, je veux dire, dans les maisons traditionnelles japonaises, que ça a pas été designé pour des personnes qui mesuraient 1m80, 85, 90. Non, clairement pas, ça a été mesuré pour des gens qui mesurent 1m70 grand max. Et c'est marrant parce que tu t'y attends pas en fait, et vu que tu vas dans un hôtel, tu te dis bah ouais c'est normalisé, ça va être assez grand tout ça. Non, non, non. En revanche, il y a un type d'hôtel où beaucoup de Français sont inquiets à cause de leur taille. Il s'agit d'un classique voilà du premier voyage au Japon et c'est peut-être une des questions qu'on me pose le plus souvent en vérité en DM. Coucou, j'ai trop envie de faire un capsule hôtel mais je suis très grand, est-ce que c'est possible? Eh bien écoutez, croyez-le ou non, je ne suis jamais allé dans un capsule hôtel. Jamais de ma vie je n'y suis allé. Et donc je me suis dit que c'était la bonne occasion pour faire ma première fois.
Nous sommes arrivés à Ueno, quartier que j'apprécie pas mal finalement parce que je viens souvent. Et juste derrière nous, une énorme affiche. J'ai jamais vu un truc aussi gros pour un capsule hôtel en vérité. Et du coup, ça va être une des découvertes. Là, tu peux voir, il y a des trucs de massage. Là, donc il y a des capsules, il y a un sauna et même un sento. Allons nous amuser. Me voilà arrivé dans le capsule hôtel et c'est exactement comme ce que j'imaginais. Je peux pas parler plus fort que ça. Et encore là, c'est trop. On va dire que si je me tiens assis et droit, il reste ça de hauteur. Donc c'est acceptable parce que les lits, ça passe en vrai. Mais je pense que Dave ou Mitsuki, ce truc là, je pense qu'ils ont les pieds qui dépassent. Hein. Comme vous pouvez le voir là, c'est juste une petite bâche. C'est fait en fait, c'est fait pour qu'on puisse pas loquer complètement le truc. Par exemple là, vous avez vu, j'ai une télé. Et en fait, il y a des écouteurs. Mais je pense que le plus intéressant en fait dans un capsule hôtel, c'est pas cette chambre là en scène, les trucs que t'as un peu à côté. Ça c'est plus cool. Visiblement la propreté c'est pas un truc au max, hein, je veux dire, ça paraît très pur et esthétique comme ça, mais tout le monde laisse ses merdes, je comprends pas. Ok, là c'est la truc pour la laverie, mais apparemment la laverie comme il y a du bruit, ça permet aux gens là, je viens de voir un mec, il est en train de faire une visioconférence avec 9 personnes dans la laverie. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Allez, on se dirige vers les bains. À partir de là, je filme plus. Bon, il n'y avait rien de fou pour le bain, clairement, rien d'original, c'est très basique. Un truc intéressant de ouf, c'est la moquette. Vous entendez pas, mais pas. Bah, en fait, je pense que c'est une moquette spéciale faite pour pas avoir de bruit parce que tout à l'heure, j'ai sauté. Ça fait pas de bruit. Mais sinon, le reste, bon, y a rien d'excitant. Capsule hôtel, c'est un truc un peu, tu te dis, waouh, le Japon. Mais je trouve ça trop chiant en fait. Tu peux pas parler, le service c'est pas terrible, mais en plus c'est cher. Il y a quand même un petit coin manga sympa. Petit coin sympa. Conclusion, il y a assez de place. Je veux dire, enfin par rapport à comment c'est pensé, oui tu as assez de place pour mettre tes jambes, voilà. Même si bon, si tu mesures 2 mètres, je pense que ça va commencer à devenir chaud. Mais n'allez pas dans le capsule hôtel où je suis allé parce que vraiment c'était une catastrophe au niveau de l'accueil. Vraiment, je veux bien qu'on soit un peu distant, voilà, et tout, les interactions sociales au Japon, c'est le minimum possible, enfin surtout à Tokyo, mais là on était à 2 doigts du foutage de gueule. Et avant de finir avec le dernier point où clairement je ne comprends pas pourquoi, on va passer un petit peu à la séduction. La séduction. Ah, est-ce qu'au Japon, être grand c'est un critère de séduction, un critère de beauté? Parce qu'en effet, en France, c'est totalement le cas, on va pas se le cacher. Eh bien, au Japon, c'est pareil. Une étude que je suppose un petit peu légère a conclu que 75% des femmes préfèrent un mec basique, mais grand, plutôt qu'un mec beau gosse, mais plus petit. Ce qui est plus pertinent, voilà, ce serait de savoir plus qu'est-ce qu'est la taille idéale pour les japonais et les japonaises. Et c'est assez rigolo parce que dans les deux cas, eh bien la taille idéale, c'est genre légèrement au-dessus de la moyenne. C'est-à-dire 1m73 pour les hommes et 1m60 pour les femmes. En gros, eux aussi, ils ont compris que être un peu plus grand que la moyenne, c'est stylé, mais être trop grand, ça peut devenir relou. Et tant qu'on parle de séduction, voilà, oui, est-ce que vous pensez c'est plus petit au Japon? Ha, c'est bon? Les clichés, hein, mais celui-là il est assez vrai. Après, aux dernières nouvelles, ces 30 dernières années, il y a une augmentation de 24% de la taille de... Et comme je suis un petit curieux, je me suis intéressé à la taille des préservatifs entre la France et le Japon, enfin plus précisément l'Occident, voilà, et le Japon, et il y a 1 mm en moins du côté du Japon en termes de circonférence. Est-ce que voilà, c'est juste, ils se sont foirés sur le prototype, on sait pas, mais il y a 1 mm en moins. Les vêtements. Prends une taille au-dessus. Ah, clairement au Japon, il ne faut pas avoir honte. Prends au-dessus. Vraiment. Le pire, c'est quand je commande des costumes sur Amazon. Là, je prends systématiquement du XXL. Normalement, je fais entre du M et du L. Là, c'est systématiquement du XXL. Je prends la plus grande taille disponible parce qu'à chaque fois, ils sont trop serrés. C'est fou. Et pour trouver des chaussures au Japon quand tu fais plus de 44, ah, mais alors là, bienvenue pour le parcours du combattant. D'ailleurs, je vous préviens, mais au Japon, ne demandez pas du 44. Sinon, le vendeur, il risque de vous regarder, mais comme ça, voilà. Pourquoi? C'est parce qu'au Japon, on mesure en centimètres la taille des chaussures. Je vous laisse ici un tableau qui vous permet de faire la conversion. En revanche, le domaine où il y a le plus de différence, voilà, entre les tailles françaises et japonaises, c'est chez les femmes, en ce qui concerne les sous-vêtements. C'est la taille des soutifs. En gros, la nomenclature n'est pas la même. Et donc du coup, forcément, mesdames, vous allez avoir des soucis si vous prenez la même taille que ce que vous prenez en France. Je suis actuellement dans un Don Quijote, donc voilà, sachez que je ne suis pas dans un magasin. Mission pour Jill, trouver sa taille de soutif et on regarde la lettre que c'est. Mais aussi, il faut toucher parce que je crois que
Ah ouais, ils mettent des couches de spunch. Un bourrage. Ouais. Ouais, mais même là, regarde, là, la couche de... Tu fais du F ou du E? Non. En tout cas, c'est sûr que dans ma taille de base, Ouais. je rentre pas. Mais c'est jamais de la vie un C, ça. Et au Japon, sachez que ça, c'est un C. Et en fait, c'est ça le problème. C'est que le rembourrage est hyper épais. Je sais pas si vous voyez, mais vous avez très peu de place en fait pour y mettre de la peau en fait, puisque tout ça là, c'est hyper rembourré. Oh, touche celui-là. Oh, c'est à mourir de rire. Quoi Oh mais what the fuck, regardez. Regarde à quel point mes doigts ne se touchent pas. Du coup, en vrai, tu serais plus sur du F ou du E, quoi. Je pense que je serais dans le E. Ah, intéressant ce que tu me dis là. C'est que sur les étiquettes, c'est que des étrangères. Bon, ça, c'est pour autre chose. Ça, c'est par rapport à la pub au Japon. Vous voyez, être grand au Japon, c'est pas que pour les hommes, mais aussi pour les femmes. Vous allez avoir ce genre de soucis. D'ici. Voilà. Vous allez être ici. Attendez, j'ai voulu vérifier du coup sur internet à quoi correspondait un C français au Japon. Je veux dire, est-ce qu'un C français c'est un E japonais, voilà, quelque chose comme ça. Et je suis tombé sur ce site qui m'affirme que les tailles de bonnet en France sont les mêmes qu'au Japon. Genre un C français, c'est un C japonais. Foutage de gueule. J'ai pas vu de tel foutage de gueule depuis la dernière vidéo voilà, où je parlais de l'homme qui ne fait rien en tant que métier. Non, sérieusement les filles, vraiment dites-moi si vous avez une sorte de tableau secret de conversion ou s'il y a un tabou autour de ça, parce que je ne peux pas croire ce que les sites me disent. En tout cas, j'espère qu'avec ça vous êtes parés pour le Japon. Très sincèrement, à part cette foutue lampe dans les ryokans, les mini-sièges dans le bus, les pièges dans le métro, la quantité de bouffe parfois normalement faible et les tailles de fringues trop petites, franchement ça va. Mais maintenant je suis assez curieux, j'ai envie de savoir quelle taille vous faites. Est-ce que vous seriez considéré comme grand au Japon ou non? Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. J'ai tourné par 5 degrés, voilà, dehors, je suis complètement timbré. Je vous dis à la prochaine, tchuss.